Bonsoir, messieurs et dames, merci d'être encore une fois des nôtres. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver comme ça à 20 h chaque dimanche pour ce journal du dimanche au soir JDS qui aujourd'hui sera marqué par un événement qui a eu sa clôture vendredi, la campagne Mes propres bonne santé, une initiative citoyenne de l'ONG IRC lancée en août 2020. Nous reviendrons sur cette vaste campagne qui a permis de sensibiliser environ 2 800 000 personnes sur le lavage des mains. Et puis réalité du monde universitaire, CIOSPB, FONER, CENU, quelle est la réalité de ces institutions? Leurs actions ont-elles un réel impact sur les conditions de vie et d'études des étudiants? Élément de réponse dans un reportage signé Maxime Jean-Eudes Bambara. Et puis sport, nous échangerons avec celui qui détient le record du monde de triple saut en salle, son nom Fabrice Zango. Il a coiffé ses concurrents lors du championnat de France de salle de triple saut. Nous allons aussi dans la partie sport nous intéresser au U20, à ces championnats et nos Burkinabés qui ont été éliminés, et on va revenir aussi sur le championnat national et ce avec le chroniqueur de toujours Claude Romba. C'est le déroulé de ce JDS, ce journal du dimanche au soir, et comme nous l'annoncions en titre, le premier sujet que nous allons aborder, cela est donc installé à travers un reportage, la campagne dénommée Main propre bonne santé qui lancée par l'ONG internationale IRC en septembre 2020 a pris fin le 26 février dernier. Cette campagne a permis de sensibiliser les Burkinabés sur le lavage des mains et cela en lien avec la situation sanitaire actuelle. Il s'est agi d'inviter donc les populations à adopter le bon geste pour éviter des contaminations. Retour sur le bilan de cette campagne qui a touché environ 3 millions de personnes avec notre porteur Adam Khaled Ouedraogo. Mettre en évidence l'importance du lavage des mains au savon tout en le faisant paraître comme un geste simple et efficace pour empêcher la propagation des maladies dont le Covid-19, c'est tout le sens de la campagne Mes propres bonne santé. Une initiative portée par IRC Burkina et ses partenaires qui vise surtout à ancrer chez la population l'habitude de se laver les mains en transformant une corvée quotidienne en routine aisée. Et pour la réussite de cette campagne, IRC s'est fait accompagner par des ambassadeurs de bonne volonté avec des domaines d'intervention divers et variés. Lancée le 1er septembre 2020, cette campagne de sensibilisation sur le lavage des mains a couvert les villes de Ouagadougou, de Banfora et de Kaya. Et pour atteindre le public cible, cette initiative citoyenne de communication pour le changement de comportement a fait passer le message à travers les médias, les affichages publicitaires et des activités de proximité dans les écoles, les marchés et les lieux de spectacle. À l'heure du bilan, la campagne Mes propres bonne santé a, selon ses initiateurs, touché au moins 2 800 000 personnes, dont 8 304 enfants dans les écoles primaires. L'objectif premier, c'est d'inculquer les valeurs hygiéniques aux enfants. Voilà, vous-même vous le savez, laver les mains donne la bonne santé. Voilà, que ce soit les enfants comme les adultes, voilà, ça donne la bonne santé. Donc je suis là pour appuyer encore la sensibilisation dans les établissements, vu que les enseignants ont déjà été formés pour la campagne. Cette cérémonie du 26 février qui a connu la présence de l'épouse du chef de l'État, du ministre de la Santé et de la ministre déléguée chargée de l'artisanat a marqué le clou de cette campagne qui aura duré 6 mois. Cette campagne Mes propres bonne santé est quelque chose de très bien, tout simplement parce que ça permet de prévenir un certain nombre de maladies liées aux mains sales. Et en cette période de Covid-19, la question est beaucoup plus centrale. C'est pour cela que nous avons accepté de faire le déplacement de Siavo ce soir pour soutenir l'activité et demander à tout le monde de se laver les mains. Car en se lavant les mains, nous pouvons prévenir beaucoup de maladies et en particulier la Covid-19. Une cérémonie de clôture qui est loin d'être la fin de l'engagement à promouvoir l'hygiène et le lavage systématique des mains, selon le directeur de IRC Burkina. Pour lui, c'est plutôt la fin d'un cycle de financement. Il a donc émis le vœu de voir l'acte 2 de la campagne Mes propres bonne santé se concrétiser pour consolider les acquis engrangés. Retour sur ce plateau avec l'un des ambassadeurs de cette vaste campagne, à la personne de Salif Sanfo. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy, c'est un honneur et un plaisir d'être au JDS. Je vous rassure que c'est un plaisir partagé. On voit la campagne donc qui s'est terminée. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir d'août ou bien on dira septembre, lorsque les choses ont vraiment commencé, au 26 février dernier? Avant tout propos, je tenais à féliciter la télévision qui me reçoit aujourd'hui parce que
c'est inédit de voir un média qui s'approprie un projet comme celui-là et qui affiche tout au long de ces 6 derniers mois le logo Mes Propres Bonne Santé. Ce qu'on peut dire de cette campagne, c'est que si elle n'était pas là, il fallait l'inventer. Parce que la maladie à coronavirus, en même temps que c'est venu décimer des économies, faire des victimes, et je m'incline devant la mémoire de ceux qui sont partis à cause de cette maladie, elle a été aussi une opportunité pour nous rappeler un geste simple, mais ô combien important pour lutter non seulement contre la maladie à coronavirus, mais aussi et surtout contre les maladies infectieuses, contre les maladies nosocomiales, contre les maladies oculaires. Et donc, personnellement, ce fut vraiment un plaisir d'avoir été ambassadeur de bonne volonté aux côtés donc de Tree TV, aux côtés de Pizarro pour les écoles, aux côtés de Basserato Kindo pour le web. Et personnellement, le milieu culturel a été bien réactif. Nous étions parmi les premiers à avoir investi toutes les salles de spectacle afin de systématiser le lavage des mains. Donc, on ne peut que s'en réjouir. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes ambassadeur de bonne volonté. Exactement. Justement, c'est l'une des stratégies aussi trouvées. On a vu dans le reportage qu'on a suivi tout à l'heure aussi des leaders désignés. En quoi ça consistait, notamment par exemple pour vous, ambassadeur de bonne volonté? Alors, j'ai été identifié comme leader dans le milieu culturel et de la communication. Et IRC m'a demandé de devenir leur porte-voix. Parce qu'ils ont remarqué que eux, les techniciens, ils ont un langage purement technique qui n'est pas forcément adapté à la communication pour le changement des comportements. Et donc, ils m'ont demandé de placer mon mandat sous une bannière qui m'intéresserait. Et pour moi, à l'époque, c'était la relance des activités culturelles et socio-économiques. Parce que tout était grippé, on ne savait pas s'il fallait attendre un décret présidentiel, un décret ministériel pour reprendre les choses. Donc, tout le monde était dubitatif, on ne savait pas. Et donc, nous, on s'est dit une chose. Avant la crise sécuritaire, la fouille n'était pas systématique. Mais depuis la crise sécuritaire, c'est devenu systématique. Partout où on va, on se fait fouiller sans grincer des dents. Ça devient naturel. Donc nous avons, tout comme la fouille, décidé de systématiser le lavage des mains à l'entrée des salles de spectacle déjà. Ensuite, les différents lieux de réjouissance, puis les festivals, parce que progressivement, les gens commençaient à prendre confiance, et c'est parti. Nous avons communiqué autour de nos confrères, nos consoeurs, organisateurs, organisatrices de spectacles, et je profite vraiment pour leur dire merci pour la confiance, parce que nous étions quasiment sur tous les événements. Et hier déjà, on était même sur le spectacle de Gomo.com, malgré que la campagne a été clôturée avant-hier, et nous avons pris des engagements encore avec certains promoteurs, tout simplement pour leur dire merci d'avoir cru à la campagne, et aussi pour les motiver à continuer, parce que, comme l'a dit juste Nancy, c'est la fin d'un cycle de financement qui d'ailleurs ne vient pas de notre pays. C'était le gouvernement britannique et Unilever. Je pense que après ces 6 mois, nous devons aussi prendre nos responsabilités pour continuer cette campagne, parce que comme on dit à Morée, si on lave ton dos, il faut apprendre aussi à laver ton visage. Et justement, est-ce que les Burkinabés ont vraiment adhéré? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, mais vous savez, les mauvais réflexes ont la peau dure. C'est cela. Vous voyez, moi personnellement, l'objectif qu'on m'avait assigné, c'était d'atteindre 50 000 personnes en 6 mois. Au bout de 2 mois, nous avions atteint 100 000 personnes. Et vous l'avez vu, au bout de 6 mois, nous avons atteint 3 millions de personnes. Pourtant, nous n'avons agi que sur la ville de Ouaga et de Bobo, dans le cadre conceptuel du projet. Mais nous avons impacté d'autres villes comme Bobo-Dioulasso pendant les Ouistiti d'or à Bobo. J'en profite pour remercier une fois de plus ce public. Nous avons impacté des villes secondaires comme Saponé avec Génération 2000 par exemple hier qui était à Saponé. Donc il y a eu un effet démultiplicateur, et puis on ne contrôlait plus les demandes, et on ne pouvait pas refuser une demande de quelqu'un qui veut la team Mes Propres, parce que j'ai constitué une équipe qu'on appelle la team Mes Propres. C'est des hôtesses et des stewards
former au lavage des mains, former à systématiser le lavage des mains et à convaincre les uns et les autres de la pertinence du lavage des mains. Donc, les Burkinabés ont adhéré, mais il faut aussi reconnaître qu'ils ont relâché. Il y a eu un petit relâchement ces temps-ci. Ça justement, on va en parler. Voilà, mais ils ont adhéré et c'est tant mieux parce que plus nous systématisons le lavage des mains, mieux ça vaut pour notre santé. C'est vrai qu'on parle des Burkinabés, nous c'est de façon générale. Yeah. On se dit qu'il y a des lieux aujourd'hui où le besoin devrait être plus fort. Quand on prend le cas par exemple des déplacés internes, ceux qui sont dans des camps, Yeah. vous savez que c'est des conditions qui sont assez difficiles. Et quand on dise les uns, ça se frotte tout le temps. Exact. Et là-bas la réalité, le besoin était très fort. Est-ce que vous avez pu y aller? C'était une volonté? Personnellement, mon mandat ne me permettait pas d'atteindre cette zone et mon activité professionnelle n'était pas orientée vers ce public cible. Mais je reconnais avec vous que le besoin est encore plus criard là-bas et pour moi c'est aussi une fois de plus quelque chose à réfléchir dans le cadre de la continuation de ce projet. Ça veut dire que au-delà de Ouaga et Banfora, si nous soumettons à l'exercice d'une levée de fonds endogène des Burkinabés pour pour le lavage des mains, ben, ça peut être un des publics cibles, ça peut être des zones à couvrir pour continuer cette campagne. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et justement, vous abordiez un point tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait sûrement revenir avec le déroulé de l'échange, c'est le relâchement. Aujourd'hui, vous allez même au marché, au départ c'était tout le monde s'adonnait au lavage des mains parce que c'était une obligation, et vous allez aussi devant certains commerces ou des lieux qui sont des lieux publics très fréquentés ou même des administrations, vous vous rendez compte qu'il y a un genre de relâchement. Et pourtant, avec votre campagne et bien d'autres, il y a eu un genre de matraquage quand même médiatique là-dessus. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Vous savez, dans notre cycle d'éducation, on a eu à se faire taper sur les mains parce qu'on ne sait pas laver les mains. Après, plus on grandit, plus on a des relâchements. Et après, on a des comportements citadins qui sont inopportuns avec justement l'hygiène. Parce qu'on mange le pain. Par exemple, le pain est l'un des aliments les plus sales. Parce que même quand le pain tombe, on pense que juste en tapotant dessus, ça devient tout simplement comestible. Voilà. Et je ne dédouane pas la rudesse des comportements ou la difficulté pour les gens de changer. En 6 mois, c'est pas possible. Faut pas qu'on se leurre. Vous avez vu, je compare toujours la maladie à coronavirus comme le sida. Lorsque le sida est arrivé il y a 30-40 ans et qu'on disait aux gens de porter un préservatif, ça a pris combien d'années pour que les gens puissent intégrer le port d'un préservatif avant un acte sexuel. Donc ça veut dire que le port des masques, le lavage des mains, il faut que ça devienne de nouvelles habitudes à promouvoir. Bon, autant le masque il coûte cher, il est plus difficile à tenir sur le long terme, autant le lavage des mains est simple. Il suffit de le systématiser. Voilà, parce que les gens se disent peut-être que s'ils se lavent les mains une seule fois, ou bien s'ils se frottent les mains avec du gel hydroalcoolique une seule fois, ça suffit. Non, c'est la répétition. Et je pense aussi que dans la communication, c'est comme ça. On le dit, hein, la répétition est pédagogique. Je pense que nous ne devons pas nous lasser de répéter. Et au fur et à mesure, que ce soit dans la pédagogie avec les enfants, ou l'andragogie avec les adultes, on va y arriver, je suis convaincu. Et puis, Salif, dernière question, c'est vrai que la campagne s'est terminée, les habitudes du temps sont têtues, donc c'est en martelant qu'on finit par changer les choses. Exact. Même si c'est terminé, la suite, ça sera quoi? Vous continuez d'être ambassadeur d'une façon ou d'une autre? Oui, et c'est là que je me sens personnellement interpellé, et c'est là que je vais me faire le porte-voix, c'est là que je vais aller toquer à des portes, parce que comme je vous ai dit, avec les maigres moyens, je me suis engagé déjà sur d'autres événements.
Donc ça veut dire qu'il faut que ça continue. Et je profite de votre antenne déjà pour lancer le message à toutes les entreprises du public comme du privé, aux opérateurs économiques, à nos décideurs. Je remercie la première dame qui est venue honorer de sa présence la cérémonie. Je remercie le ministre de la Santé qui est venu lui aussi honorer de sa présence et vraiment valoriser le travail que nous avons fait en 6 mois. La ministre déléguée à l'artisanat qui est venue une fois de plus, parce que dans son secteur, il faut dire que les artisans ont beaucoup contribué à travers le textile, le faso d'Anfani, que je porte fièrement, et à travers aussi les cache-nez en faso d'Anfani et les dispositifs de lavage des mains. Personnellement, j'ai travaillé avec l'équipe des handicapés moteurs, avec Ali Pont les Premiers, que je produis dans le cadre de Ouistitidor. Donc, je pense que nous devons interpeller chacun. C'est un honneur aujourd'hui, je suis un ambassadeur de bonne volonté, mais je souhaite que toi tu deviennes ambassadeur de bonne volonté. Je souhaite que chaque téléspectateur qui nous regarde actuellement, quel que soit son âge, devienne un ambassadeur de bonne volonté. C'est à ce prix que nous allons devenir des bombes à fragmentation au sens positif du terme, pour pouvoir diffuser, devenir, au lieu de comment on appelle ces bombes-là, des bombes de destruction massive, mais qu'on devienne des bombes de construction massive pour le changement des comportements. Que le cercle vicieux devienne vertueux. Exactement. Merci bien, Salif Sanfo, d'être passé sur ce plateau. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On va nous continuer ce journal du dimanche au soir avec une autre page, éducation société, et nous allons donc parler des œuvres universitaires avec un reportage que nous allons vous proposer, mais c'est après cette transition. Nous le disions, nous allons parler donc des œuvres universitaires, un reportage qui revient sur les réalités donc de ce monde-là, les actions des institutions qui interviennent dans ce monde universitaire, on va dire notamment le Centre national de l'information, de l'orientation scolaire et professionnelle et des bourses, CIOSPB, le Fonds pour l'éducation et la recherche FONER et le Centre national des œuvres universitaires CENU. Ces institutions, quelle est leur réalité et leur action ont-elles un réel impact sur les conditions d'apprentissage des étudiants? Un élément de réponse avec un reportage qui nous est proposé par Maxime Jean-Eudes de Bambara. C'est à suivre. CIOSPB, Centre national de l'information, de l'orientation scolaire et professionnelle et des bourses, FONER, Fonds pour l'éducation et la recherche, CENU, Centre national des œuvres universitaires. 3 institutions différentes chacune dans sa spécificité, mais complémentaires dans le système universitaire burkinabé. Que ce soit l'orientation dans les choix des filières ou l'accompagnement des étudiants en bourse, aide et prêts, ou la prise en charge de l'hébergement, la restauration, la santé des étudiants, ces 3 institutions ont toutes un dénominateur et un but commun, contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Les bacheliers qui s'inscrivent à l'université, dans une université du Burkina Faso, alors ils ont accès à l'aide à condition qu'ils aient moins de 26 ans. Passé 26 ans, à 27 ans, ils ont accès au prêt. Et donc il faut donc être burkinabé, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, il y a la condition d'âge. L'accès à la bourse ou au FONER, communément appelé Coro F par les étudiants, est certes soumis à des conditions, mais une question demeure, celle relative au mécanisme de transparence qui encadre la gestion de ces fonds mis à la disposition des étudiants chaque année. Les bourses sont surtout octroyées par la CNBS, la Commission nationale des bourses d'études et de stages, donc qui comprend des acteurs de différents ministères et aussi du privé et aussi des représentants des étudiants. Vous savez que donc depuis 2018, ça veut dire en fin 2017, il y a eu une relecture des textes, mais on a aussi travaillé à supprimer ce qu'on appelle la bourse spéciale, qui était laissée à l'entière discrétion du premier responsable du ministère. C'est ce qui faisait que quelquefois, il y avait des bourses qu'on attribuait dont les bénéficiaires n'avaient pas les moyens requis. Selon la directrice générale du CIOSPB, 2300 bourses sont mises chaque année à la disposition des étudiants les plus méritants. Mais avec le nombre d'étudiants sans cesse croissant d'année en année, la gestion de ces bourses pose un véritable problème. Même réalité au niveau de la gestion de l'aide et du prêt.
En 2020, nous étions à 86, presque 90 000 étudiants demandeurs d'aide. Concernant le prêt, on était à 12 000. On pense qu'on serait à 15 000 cette année. Et comme je l'ai dit au début, l'État nous donne une somme, je le dis, 7 milliards. Ça ne suffit pas parce qu'en 2020, nous étions déjà à 18 milliards. La charge devient de plus en plus difficile à supporter selon la directrice générale du FONER, surtout avec un taux de recouvrement des prêts estimé à 33%. 33%, ce n'est pas beaucoup. Alors, nous avons revu ce recouvrement-là, ce crédit. C'est 10 000, 15 000 francs, 20 000 francs selon les capacités de ce personnel jeune, de ce jeune personnel-là. Et donc, on leur donne souvent un différé de 3 mois. Où c'est inscrit sur leur bulletin de salaire pour les préparer au recouvrement. Avec le système de bancarisation et d'inscription en ligne, les longs files d'attente au niveau des guichets du FONER ne sont plus que de vieux souvenirs pour les étudiants. Vu que c'est en ligne, il n'y a pas trop de difficultés. Seulement que comme maintenant nous, on a fait une année, donc on demande quand on donne nos bulletins de première année, et qu'on appelle ça premier semestre et puis deuxième semestre pour pouvoir déposer. Donc on attend. Les conditions d'accès au FONER sont simples puisque maintenant en fait c'est en ligne, c'est facile, c'est plus facile. Avant nos grands-parents, moi ils viennent d'arriver, les grands frères disaient qu'il fallait aller faire un long rang pour pouvoir déposer ces dossiers, mais maintenant tout est facile, en ligne, on dépose facilement et puis tu utilises ton argent. Tous sont unanimes que des efforts sont consentis pour l'amélioration de leurs conditions de vie, mais des difficultés demeurent. Et aujourd'hui, les principales récriminations des étudiants sont relatives, entre autres, au dysfonctionnement des douches et toilettes au niveau des cités universitaires, à la vétusté des bâtiments, ainsi qu'à la qualité et surtout la quantité des repas servis dans les rues, les restaurants universitaires, comme ici à la cité universitaire de Kosodo. La quantité c'est toujours ça, mais bon avec les étudiants comme je l'ai dit, bon souvent ils disent non il faut majorer, c'est la majoration. Bon ça c'est des choses, c'est compliqué, mais on arrive à se comprendre. J'ai été étudiant, donc l'histoire de la majoration c'est toujours un problème, puisque chaque étudiant vient aussi avec sa faim. Il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup, il y en a qui mangent beaucoup aussi. Des questions qui interpellent la direction générale du CENU, le Centre national des œuvres universitaires. Sur la question de la gestion des restaurants universitaires, 6 à 7 milliards de francs CFA sont déboursés chaque année, à en croire la directrice générale du CENU pour la restauration des étudiants. Et si on regarde l'engouement autour de ces questions et les revendications pour qu'il y ait encore plus de plats, on se dit que malgré tout l'effort qui est fait par l'État, il y a quand même de la demande qui est de plus en plus forte. Il faut savoir que la restauration, elle seule, elle fait plus de 2/3 du budget du CENU. Il faut compter plus de 6 milliards, entre 6 et 7 milliards par an. CIOSPB, FONER, CENU, chacune de ces 3 institutions joue sa partition pour le bien-être des étudiants, mais leur principale difficulté commune reste la rareté des ressources financières et la gestion du sureffectif d'étudiants de plus en plus exigeants. Très beau reportage que nous a permis donc de découvrir Maxime Jean-Eudes de Bambara, reporter qui était d'ailleurs sur le plateau du GDS. Bonsoir Maxime et merci d'être avec nous. Merci bien, c'est un plaisir d'être sur ton plateau et pour parler de ce reportage. Voilà. Déjà, d'abord Maxime, pourquoi l'intérêt de ce monde universitaire et de ces institutions qu'on a autour concernant l'amélioration de la vie, on va dire comme ça, et des conditions d'apprentissage des étudiants? Pourquoi? Il faut dire que déjà, ce sont des sujets qui relèvent du vécu. Et le constat, l'idée est venue du fait qu'on enregistre de plus en plus des plaintes des étudiants quant aux œuvres universitaires, notamment le FONER qui apparemment ne suffit plus avec la vie chère qui sévit. Voilà, si ce n'est pas une redondance. Et également au niveau de la bourse, certains étudiants souvent ne comprennent pas pourquoi ils ont la moyenne, 12 de moyenne ou 13 de moyenne, mais ils n'ont pas accès à la bourse. Donc l'idée était de comprendre justement comment sont gérés ces différents fonds mis à la disposition des étudiants chaque année et voir surtout leur impact dans le quotidien des étudiants.
Et vous avez pu entrer donc dans la cité universitaire et tout. Et puis ce qui est d'ailleurs intéressant aussi, c'est que vous avez pu rencontrer les directeurs, on dira comme ça, que ce soit CIOSPB, FONER et CNU. On a eu des chiffres qui sont intéressants. On passe de 20 milliards de ce qui est mis à disposition parce que les demandes sont fortes. On parle de demandes d'aller jusqu'à 15 000 pour les prêts. Et une année d'après, c'est 7 milliards. Vous expliquez un peu pourquoi? Oui, tout à fait. 7 milliards parce que le taux de recouvrement est faible, et alors que le FONER emprunte l'argent au niveau du trésor public. Et si vous n'arrivez pas justement à recouvrer l'argent, il va de soi que le trésor public ne vous fasse pas confiance. Et si vous revenez pour demander encore un autre prêt pour justement venir en aide aux étudiants, il va de soi qu'ils soient réticents. Et ça devient donc assez compliqué. Et notamment, quel est le regard des étudiants? Parce que c'est vrai que hors caméra, il y a beaucoup de choses qu'on vous dit sur la situation réelle et leur vécu. Quel est le ressenti aujourd'hui des étudiants relativement à cela? Oui, c'est toujours des plaintes, on n'a pas fini, parce que justement, comme je l'ai dit, avec la cherté de la vie, et aujourd'hui, il y a un étudiant dans sa chambre qui m'a confié que ce qu'il prend comme subvention au niveau du FONER, ça vaut vraiment rien, s'il doit justement tenir compte des fournitures scolaires, des documents qu'il doit payer, et prendre soin aussi, enfin, subvenir à ses petits besoins, c'est vraiment compliqué. Donc, le soir, souvent, il peut arriver qu'il manque de tickets même du restaurant, et entre amis ils s'entraident, ils demandent, ou s'ils ont 50 ou 100 francs, ils descendent juste à côté au bord du goudron chercher de quoi manger et puis reprendre justement les cours. Vous parlez de la question du recouvrement qui est un véritable problème, mais quelles sont les stratégies justement dont on vous a parlé? Parce qu'on sait que pour la plupart des étudiants ou des anciens étudiants, bon, payer c'est pas la priorité, et puis des fois même on a même oublié qu'on a emprunté. Oui, tout à fait. Malheureusement au niveau du FONER, la directrice générale nous a fait comprendre qu'il n'existe pas de mesures coercitives, et ce qui est dommage parce que dans ce contexte il sera vraiment difficile de pouvoir recouvrer justement ces prêts octroyés aux étudiants. D'abord, comment savoir que l'étudiant a d'abord eu un emploi et où? Ce qui est difficile, si c'est dans la fonction publique, c'est facilement repérable, mais la difficulté, c'est quand l'étudiant gagne un emploi après dans la fonction privée. C'est un peu compliqué, et vraiment, s'il n'y a pas de mesures coercitives et qu'on mise sur la communication, on a beau communiquer, mais ça ne va pas produire du résultat, comme s'il y avait vraiment de quoi contraindre ces étudiants à revenir payer leurs dettes. Ça veut dire qu'on ne comprend pas forcément le bien fondé de rembourser, parce que on va dire qu'on fait du tort à nos petits frères, c'est un peu cela. Tout à fait, les étudiants ne comprennent pas toujours le bien fondé de rembourser les prêts qu'ils prennent, parce que peut-être par manque de communication aussi, si dès la base on ne leur explique pas clairement que une fois enfin bien assis entre guillemets, une fois décroché un boulot, il faut revenir payer ses dettes pour que d'autres étudiants puissent en bénéficier. Ça va poser problème. Donc il faut davantage maximiser sur la communication dès le départ, dès le dépôt des dossiers pour justement demander les prêts, et encore réfléchir sur une méthode de coercition. J'insiste là-dessus parce que sans cette méthode, ça sera compliqué vraiment que des étudiants se lèvent délibérément comme ça, venir payer les dettes, déjà que les salaires dans les fonctions publiques ou dans la fonction privée n'est pas forcément se compense. Ceci dit, moi je veux bien qu'on finisse un peu, parce que on l'explique déjà à nos téléspectateurs. Vous, c'est un domaine auquel vous êtes intéressé, c'est un sujet qui vous passionne, ce monde estudiantin là, et vous avez une série de reportages comme ça que vous voulez nous proposer là-dessus, sur lesquels vous avez déjà travaillé. Mais c'est quoi le contexte dans lequel évidemment vous avez filmé? Entrer dans les cités universitaires, quelquefois c'est pas donné, on a quelquefois tenté d'aller filmer, c'est pas facile, et puis rencontrer aussi les autorités
autorités que nous avions administratives, quelquefois vous amenez on vous dit d'envoyer du courrier, mais ça ne passe pas forcément. Oui, tout à fait. Les conditions n'ont pas été aussi faciles, mais Dieu merci, avec l'aide du directeur de la communication du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, nous avons pu entrer en contact facilement avec les différents responsables des structures concernées, à savoir les CSPB, le FONER et puis les CENU. On dit grand merci déjà, on lui dit grand merci en passant. Et la petite anecdote, c'est au niveau du CENU, c'est vrai, il y a des rendez-vous manqués, on appelle, ça finit pas, on te programme, on te dit bon, il faut revenir demain, ça c'est le quotidien du journaliste. Mais la petite anecdote au niveau du CENU, c'est que le DG nous a donné verbalement son autorisation d'aller filmer au niveau des restaurants universitaires, mais une fois arrivé au niveau du restaurant, le gérant nous a fait comprendre que la décision verbale du DG, de la directrice générale, ne suffisait pas. Il fallait une autorisation écrite, alors qu'on ne l'avait pas. Il fallait donc recourir à Madame la DG pour qu'elle intervienne. Elle est intervenue jusqu'à appeler la responsable qui chargée justement du restaurant universitaire pour qu'elle l'appelle, elle à son tour appelle le gérant et que le gérant fasse le retour pour que j'appelle le DG, dit que c'est OK. Et ça devient de la gymnastique. Tout à fait. Mais Dieu merci, tout est rentré là. Dès qu'on a reçu l'autorisation, c'est le gérant lui-même qui était au devant des choses. Et c'est sûr, bon, je vais terminer par cela. Vous, je sais que vous avez quitté la fac il n'y a pas si longtemps, ça vous a rappelé beaucoup de choses. J'ai entendu parler de Coron F. C'est des petites choses. Et puis la ration, c'est l'appellation commune, et puis les rations, ça finit pas. Il faut majorer. Oui, c'était un très bon sujet. Maxime Jean-Yves Bambara d'être passé sur ce plateau. Merci bien. Ça a été un plaisir. Je sais que je vais vous recevoir encore parce que vous êtes encore en train de travailler sur d'autres sujets assez intéressants. On va continuer sur JDS avec un autre reportage que vous propose Mamie Riana Kamambou, qui est de la même rédaction, évidemment, notre rédaction de Truth TV. Et elle s'intéresse à un puits qui est très peu connu de la population de Waïgua et même d'ailleurs du Burkina de façon générale. Il est au cœur du Yatenga. Singa Boulgo, un puits creusé en 1957 par le premier roi de ce royaume. Il retrace l'histoire du Yatenga et c'est Mamie Diana Kamambou qui nous propose ce reportage. Situé au secteur 8 de la ville de Waïgouya, Singa Boulgo est le premier puits qui a été creusé par le père fondateur du royaume du Yatenga, une source qui retrace l'histoire du royaume. L'eau de ce puits est réservée au roi du Yatenga. Quand un roi du Yatenga veut boire l'eau, c'est dans ce puits-là qu'on enlève l'eau. Quand il veut qu'on lave ses habits, c'est dans ce puits-là qu'on enlève l'eau. Le roi du Yatenga ne boit pas l'eau d'un autre puits, c'est l'eau de ce puits. Ce puits centenaire était la seule source d'eau dédiée au roi du Yatenga. Même en cas de voyage, les femmes étaient obligées de remplir des récipients d'eau pour que le chef puisse en boire tout au long de son trajet. C'est notamment le cas de Naba Tigré. En 1947, quand Naba Tigré, 44e roi du Yatenga, se rendait à Bamako pour rencontrer le président Vincent Auriol, on a pris l'eau de ce puits dans des barriques et on a amené ça à Bamako. Et durant son séjour, il a utilisé cette eau. Et à la fin de son séjour, il est revenu. Mais depuis l'avènement des systèmes modernes d'approvisionnement en eau potable dans les années 60, ce puits a été moins en moins utilisé par les rois du Yatenga. Quand le roi du Yatenga va se rendre, par exemple, à Ouagadougou ou dans une autre localité, on est en train de servir l'eau à ses collègues. Et lui, il ne boit pas cette eau. Beaucoup de personnes vont voir ça d'un mauvais côté. C'est la raison pour laquelle on a supprimé cette partie de la coutume. En plus de rois du Yatenga, seuls ceux qui étaient chargés de surveiller et prendre soin de ce point d'eau appelé le gardien du puits étaient autorisés à se ravitailler ici. Un privilège réservé à un cercle très fermé de personnes. Et depuis quelques années, ce puits n'est plus fonctionnel.
Comme on peut le voir, la source est scellée. Il y a un gardien du puits. Le gardien du puits pouvait s'alimenter avec cette eau. De nos jours, avec les eaux du robinet, le gardien même n'utilise pas ça. Ces rois n'utilisent pas ça. Ils utilisent l'eau du robinet. Creusé en 1757 par le Nabakango, ce puits représente la force des rois du royaume du Yatenga. Ce puits représente la force des rois dans le royaume du Yatenga. Car c'est cette eau qui est utilisée par les rois. Si vous n'êtes pas roi, vous ne pouvez pas utiliser cette eau. L'histoire de ce puits est donc intimement liée à la vie de Nabakango, fondateur de la ville de Waiguya. Il fut, selon les référentiels historiques, le 25e roi du Yatenga. Malgré sa valeur historique et symbolique, ce puits est très peu connu de la population de Waiguya et de celle du Burkina Faso en général. Un travail de valorisation de ce patrimoine culturel s'impose. 3 sujets à aborder dans la dernière rubrique de ce rendez-vous du JDS. Nous allons parler des performances de Hugues Zango. Nous allons nous intéresser à ce fameux U20 et l'élimination de nos étalons et terminer avec le championnat national, et c'est dans la partie sport. Et pour aborder cette page, je suis avec Claude Romba. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy, je pense que c'est un plaisir renouvelé d'être sur ce plateau pour parler donc de sport. D'accord. Et comme on l'a annoncé en début d'émission, on va aller direct parce que depuis dimanche dernier, on l'avait bien annoncé parce qu'on voulait l'avoir au téléphone juste après sa performance de samedi. C'était le samedi 20, championnat de France de triple saut. Et on est donc avec notre champion Fabrice Zango qui a coiffé ses concurrents lors du championnat de France en salle de triple saut dès son premier essai, 17,17 mètres. Et la performance que l'on connaît, 18,07, celui qui fait de lui donc celui qui a sauté triple saut en salle et le meilleur au monde aujourd'hui. C'est bien ce Burkinabé là avec lequel nous sommes. Bonsoir Fabrice Zango. Bonsoir Geoffroy, bonsoir Claude. Merci d'être avec nous, c'est un véritable plaisir. Et tout à l'heure je parlais de vos performances. Vous ne faites que monter, et on sait qu'en ligne de mire, il y a bien ce grand rendez-vous de 2021. On dira que c'est votre année, vous êtes prêts? Alors, c'est vrai que l'objectif, c'est les Jeux Olympiques et je fais tout pour être prêt. Je pense que nous sommes sur les bonnes rails et nous sommes à la bonne vitesse également. Et donc, je pense que nous arrivons à bon port, si Dieu le veut. Franchement, je suis dans une année de grâce et comme vous l'avez vu, on a déjà fait un premier record du monde en salle. Il y a encore beaucoup d'objectifs avant, bien sûr, ces Jeux Olympiques-là. On est à 5 mois et j'ai encore quelques étapes intermédiaires que je voudrais bien franchir, qui me mettront bien sûr dans une certaine providence, dans un certain état d'esprit aussi avant ces Jeux-là. Je rappelle à nos téléspectateurs que là il nous reçoit et nous échangeons avec lui depuis Béthune, c'est pas loin de Lille. Oui, la France, non, j'ai bien envie de repréciser la question de Geoffroy Baha. Est-ce qu'on reste dans l'objectif des Jeux Olympiques, parce que comme on le sait, le Burkina Faso n'a jamais remporté donc une médaille olympique. Vous avez déjà remporté une médaille donc de bronze au championnat du monde d'athlétisme, ce que le Burkinabé n'a jamais fait. Est-ce que vous restez dans cet objectif-là, donc offrir au Burkina Faso cette première médaille olympique, ça reste toujours un objectif? Ça, c'est même plus un objectif, c'est devenu une mission et il faut absolument le réussir. Et justement, je mets tout en place pour cela. Et pour moi, c'est un objectif personnel, mais c'est une mission pour le Burkina Faso. Donc là, je suis un soldat en mission et comptez sur moi effectivement pour tout donner et réaliser cet objectif-là. On peut dire que c'est une année, je dirais que vous êtes sur une ascension fulgurante. Vous avez battu record sur record depuis
donc le début de l'année. Vous avez battu le record du monde, comme il a dit, en salle avec un saut à 18,07. Vous êtes le premier homme donc à franchir la barre de 18 mètres du côté donc de ces triples sauts en salle. Et vous avez été champion de France. On peut dire que vous êtes sur de bons rails, comme vous l'avez dit. Mais en même temps aussi, votre entraîneur, c'est Teddy Tango, qui lui aussi a été recordman du monde. D'ailleurs, c'est son record que vous avez battu. Ce record qu'il avait réalisé en 2011. Vous réussissez donc à le battre cette année. On peut dire que les objectifs, on peut le dire. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Burkina est dans un confort par rapport donc à ce titre olympique-là? C'est vrai que l'avenir est toujours un peu mystérieux, mais franchement, si les choses vont naturellement, si j'ai la santé jusqu'au jeu, je peux franchement dire à 90% qu'on a au moins une médaille, et bien sûr légèrement un peu moins pour une médaille d'or. Mais je pense que si les choses vont bon train jusqu'au jeu, franchement, pour une médaille olympique, c'est quasiment sûr. En fait. Évidemment, on vous voit, on se dit que vous êtes taillé pour ça, vous avez une carrure donc pour champion olympique. Vous avez, quand on regarde un peu votre parcours, vous avez battu record sur record, vous avez été champion au niveau de vous avez remporté les Jeux de la francophonie en 2017. En 2019, ça a été donc le record d'Afrique que vous avez battu, qui était détenu par un Marocain depuis, je dirais, depuis 2007, vous réussissez à battre ce record. Vous battez le record du monde de votre entraîneur Teddy Tango. Ensuite, il faut dire que c'est un jeune entraîneur, certes, mais du côté de la France aussi, c'est pas facile parce que je me réfère déjà à la déclaration de votre entraîneur par rapport donc à la situation que vous vivez là-bas, parce que il est français. Les Français aussi sont engagés en compétition internationale et ils ont aussi en ligne de mire ces Jeux olympiques là et ils vous entraînent. Ça crée une certaine polémique. Comment vous vous sentez par rapport à ça? C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait effectivement le ministère du sport français qui avait émis ces problèmes d'entraîneurs français qui entraînaient des sportifs internationaux. Mais bon, ce problème a été vite résolu parce que au niveau avec mon coach, en fait, il n'est pas un entraîneur national français parce que justement, il a évité ce piège-là. Il était entraîneur national français. Alors là, ça laisse beaucoup plus compliqué en année olympique, effectivement, de pouvoir entraîner d'autres nationalités. Mais comme c'est un entraîneur particulier, en fait, parce que lui, c'est une institution en particulier, donc n'importe qui voudrait s'entraîner avec lui, pour qu'il ait les moyens. Et voilà, si vous avez des objectifs communs et en fonction de différents de ces critères à lui, et vous pouvez éventuellement travailler ensemble sous certaines conditions. Alors là, effectivement, beaucoup plus de difficultés parce qu'en ce moment, avec le problème de Covid, nous, on a eu beaucoup de difficultés à certains accès qu'on n'a plus, par exemple à certaines salles et tout cela. Mais moi, dans le nord de la France, j'ai vraiment beaucoup de bonnes relations avec tous les élus locaux là, mais donc j'ai vraiment des facilités à avoir accès à certains documents qui me permettent de m'entraîner, en tout cas jusqu'à maintenant, de façon assez correcte. Donc j'ai pas beaucoup de soucis et mais par exemple, lorsque là, par exemple, je ne vais plus à l'INSEP pour m'entraîner avec mon coach parce que justement, il y a beaucoup plus de complications pour avoir accès à l'INSEP et tout cela à cause du Covid aussi qui sème le désordre un peu. Mais voilà, franchement, je m'entraîne assez bien et tout va pour le mieux. Donc évidemment, moi je vais revenir là-dessus parce que est-ce que c'est une question qui ne dérange pas trop? On a vu en tout cas Lesitia Bambara qui a également qui a été donc médaillé d'argent donc au championnat de France hivernaux de Langeais avec son jet, qui disait lors de la remise des récompenses sur le podium, on me remet la médaille d'argent. Jusqu'ici tout va bien. Quelques minutes plus tard, l'organisateur du championnat me demande à haute voix si je suis d'accord pour dire que je suis étranger. Si je dis que j'ai la double nationalité, eh ben, je suis française également. Mais évidemment, il y a un peu ce double jeu-là. On a l'impression que les Français, c'est vrai qu'en Angleterre, c'est déjà acté. Dès lors qu'on ne veut pas que d'autres athlètes s'entraînent là-bas, parce que, bon, pour ne pas concurrencer, évidemment, les athlètes britanniques lors des championnats olympiques et tout ça. Comment vous le vivez, cette situation-là? Je pense que ça commence à être récurrent quand même pour les autres athlètes, alors que les commodités ou en tout cas les conditions d'entraînement sont meilleures dans ces pays-là par rapport à nos pays.
Tout à fait, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de pays qui ont des problèmes par rapport à tout ça. Là, le problème, c'est une petite discrimination. Moi, non, c'est pas une petite, il faut peut-être le dire à haute voix, c'est une discrimination totalement, parce que ça ne vous permet pas, vous, de vous entraîner, parce que vous allez concurrencer les athlètes français aux Jeux Olympiques, donc voilà, il faut le dire, c'est une discrimination que vous vivez. Ma chance, en fait, c'est que, par rapport à moi, ma chance, c'est que j'ai atteint un niveau qu'aucun autre athlète français n'a jamais atteint. Tout à fait. Donc, limite, ils apprennent de moi. Donc, ce qui fait que moi, j'ai encore plus de facilité. Mais effectivement, les personnes qui sont à des niveaux légèrement inférieurs aux miens, et là, je l'ai vécu aussi parce que j'étais légèrement plus faible que maintenant. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de difficultés à avoir accès à certaines ressources pour s'entraîner. Mais actuellement, franchement, je suis très open, tout est ouvert pour moi et j'ai beaucoup plus j'ai même accès à la Fédération française, il n'y a pas de problème. En tout cas pour mon cas à moi. Parce que moi j'ai atteint un niveau qui me permet de pouvoir ouvrir toutes les portes en fait. Effectivement pour d'autres personnes, parce que je connais aussi des athlètes africains qui s'entraînent en France, même pour se déplacer actuellement c'est compliqué. Pour faire des compétitions, même c'est très compliqué parce qu'il leur faut des autorisations au niveau de la DTN, de la Direction Technique Nationale Française et d'autres trucs. Et donc c'est assez compliqué pour eux de pouvoir s'en sortir en ce moment-là. Mais moi franchement il n'y a pas de souci à mon niveau, donc vraiment il ne faut pas t'inquiéter par rapport à cela. Je pense que la préparation olympique va bien se passer. Fabrice, vous êtes, on va dire clairement, en matière sport, vous êtes le porte-flambeau de ce drapeau burkinabé là. Est-ce que vous sentez aussi le retour en termes de soutien? Alors en termes de soutien, c'est vrai que tout ce qui est moral, j'ai eu affaire à toutes les grandes, à tout le monde en fait au Burkina Faso, que ce soit le président du FASO et toutes les autorités politiques, coutumières et plein d'autres personnes et influentes. Donc franchement à ce niveau je reçois beaucoup de félicitations, beaucoup d'encouragement aussi et par rapport à mon projet olympique, le gouvernement a mis en place quand même un système de bourse qui m'a permis de pouvoir en tout cas éponger un peu encore mes dépenses qui sont quand même astronomiques en fait pour cette année olympique. Et là encore il y a un projet qui est sur la table justement pour terminer cette année olympique là et je pense que ce sera très d'ici là. Évidemment, il faut faire le plaidoyer parce que, évidemment, comme on le dit, l'objectif pour vous, c'est du 23 juillet au 8 août, donc les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Remporter cette médaille olympique pour le Burkina, vous serez donc le premier athlète à le faire, ce qui n'a jamais été réalisé. Donc, il va vous falloir beaucoup de ressources. C'est une occasion aussi pour lancer un appel donc au ministère des Sports et des Loisirs. Ça, c'est moi qui le dis. Peut-être que vous n'êtes pas peut-être le mieux placé pour le dire. Pour lancer un appel donc au ministère des Sports et des Loisirs. Voilà des gens qu'il faut soutenir jusqu'au bout. Il faut mettre en place ce projet-là pour évidemment leur permettre, parce que quand on regarde les performances donc de Hugues Fabrice Zango, donc depuis le début de l'année 2021, c'est extraordinaire. Je pense que tout le monde se l'arrache. C'est vrai qu'au Burkina, moi à mon avis, j'ai l'impression que le retour n'a pas été à la dimension de ce que vous avez donné, mais qu'à cela ne tienne, vous avez toujours la tête sur les épaules. Et puis on va rappeler également aussi que vous faites des études des doctorants en génie électrique. C'est clair que actuellement côté études, on n'est pas à fond où on est sur les deux tableaux de façon équitable. À ce moment, c'est la pause, c'est l'intersaison comme on dit. Ah, d'accord. Et en ce moment, je suis tout le temps sur mon ordinateur en train de travailler, par exemple, pour essayer de rattraper les quelques moments où j'ai pas pu travailler parce qu'il fallait préparer les comptes. Alors globalement, en fait, c'est pas un trop gros problème pour moi de pouvoir concilier le sport et les études tant qu'on est à la période d'entraînement. Quand on est en train de s'entraîner, je peux toujours m'entraîner et faire mes recherches et tout le reste. Mais le problème, c'est vraiment lorsqu'on rentre en période de compétition et en ce moment, j'ai besoin de toute mon attention justement pour pouvoir préparer ces différentes compétitions qui me demandent une certaine concentration. Et voilà, c'est juste en ce moment que je prends souvent du retard par rapport à mes études et tout le reste. Mais sinon, j'essaie globalement de pouvoir anticiper
en tout cas sur ce qui va arriver. Et là, j'essaie d'anticiper de tout ce qui va arriver au mois de mai, là, parce qu'au mois de mai, on va commencer les compétitions. Et en ce moment, ça risque d'être un peu plus coincé. Donc là, franchement, il y a du boulot, mais voilà, je tiens les deux jusqu'au jeu. En tout cas, jusqu'en juin, je sais que je tiendrai les deux. Et après, légèrement basculer vers le sport pour me concentrer sur mon projet olympique. Et derrière, réembrayer sur les études pour essayer de rattraper justement ce retard d'un. D'accord, on sait que vous êtes pratiquement une médaille sur le Burkina Faso. On sait que vous devez participer donc au championnat du monde du côté de Londres parce qu'il y avait des questions administratives. Est-ce que à votre niveau, on va prendre les devants pour éviter cela parce que ça a été vraiment douloureux d'apprendre qu'après avoir fait une performance et puis bon, on ne peut pas participer donc à ces championnats du monde parce que on n'a pas de visa. Je pense que c'est des choses c'est des questions administratives qu'il faut régler au plus vite et que ces choses n'arrivent plus. Ben oui, absolument. Mais je pense qu'une organisation de Jeux Olympiques, elle est beaucoup plus sérieuse. Du coup, dès maintenant même, les papiers sont déjà envoyés et puis la procédure est déjà enclenchée. Donc, je ne pense pas qu'on aura de gros problèmes par rapport à tout ce qui est déplacement. Mais voilà, c'était vraiment un gros choc ou une grande déception, effectivement, en 2017 d'avoir participé au championnat du monde à Londres où j'aurais pu au moins faire une finale. Mais c'est pas grave, j'ai pu rattraper le coup du coup en 2019 et voilà. D'accord. Moi, ma dernière question avec vous, c'est quoi aujourd'hui l'objectif? Vous l'avez dit, certes, ça reste donc cette médaille olympique, parce qu'on sait que vous avez une obsession également aussi pour le record. Est-ce que ça sera juste la médaille olympique ou en tout cas battre évidemment nous donner un autre record? Alors, vous savez, le record du monde, il est à 18 mètres 29. C'est le record. Il a déjà dépassé 18 mètres. Exactement, je suis dans le sac de 18 mètres. Maintenant, 18 mètres 29, je sais absolument que je peux le faire. De toute façon, j'ai déjà mordu des taux au-delà de cette performance. Donc, je suis absolument convaincu à mon fort intérieur que je peux le faire. Mais en fait, il ne faut pas aller chercher une grosse perte. Il ne faut pas aller chercher une performance en championnat parce qu'on risque de se crisper. Et en meeting, je sais que ces 18 mètres 29 pourront être dépassés certainement, même avant les Jeux en fait. Et aux Jeux Olympiques, ça sera, j'espère, une formalité de pouvoir amener la médaille. D'accord. En tout cas, on vous attend au Burkina, on va vous accueillir triomphalement, j'espère bien, parce qu'à la hauteur de ce que vous donnez comme satisfaction au Burkina Faso, parce que l'étendard du Burkina flotte haut depuis, en tout cas, à chaque participation de Hugues Fabrice Zango, à n'importe quel meeting, il sort vainqueur. En tout cas, bravo à vous et bonne chance. Encore bravo Fabrice Zango et merci d'avoir donné de votre temps pour le JDS, journal du dimanche soir. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Voilà, plaisir partagé. Je rappelle que Fabrice Zongo, on l'avait depuis Béthune, non loin de Lille, donc en France. On va poursuivre Claude Romba, mais ça sera maintenant rapidement parce qu'on est pratiquement au terme de ce journal du dimanche soir. D'abord avec l'élimination de nos étalons de cette rencontre des U20. D'accord, je pense que c'est vrai que ici, j'avais pronostiqué que le minimum que ces étalons U20 là pourraient atteindre, c'était la demi-finale. Mais malheureusement, la réalité du terrain nous a vite rattrapé pour en tout cas nous dire que les étalons sont éliminés à partir des quarts de finale par cette équipe ougandaise, cette sympathique équipe ougandaise qui était vraiment très solidaire. Mais il faut dire que le Burkina n'a pas à démériter. Il faut retenir la participation de ces jeunes-là. Quand on sait qu'un pays comme le Burkina n'a pas de championnat de petites catégories, maintenant il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Il faut donc tirer les leçons de façon objective de cette participation, parce qu'on n'a pas été du tout ridicule. C'est vrai que beaucoup d'hommes sont fâchés et qu'il y a l'amertume certes, mais il faut le dire, cette équipe du Burkina n'a pas démérité. Dans le jeu, on n'a pas été ridicule. Je pense qu'on a dominé largement cette équipe de l'Ouganda. Maintenant, quand on regarde les statistiques, en tout cas le Burkina était largement au-dessus. Maintenant, on a manqué d'efficacité devant, mais comme on le dit, c'est aussi ça les aléas du football. Ça s'est joué au tir au but, ça n'a pas été fait. Il faut donc tirer les leçons. Pour moi aujourd'hui, le plus important, c'est de consolider cette équipe des étalons U20, parce qu'on a vu qu'on a une très belle génération. Parce que quand on regarde les années antérieures, il y a une déperdition donc de ces jeunes-là
qui n'arrivent pas forcément à confirmer en équipe première. Aujourd'hui, si on a, par exemple, la majorité de cette équipe-là qui confirme déjà, parce qu'ils sont U20, donc pratiquement la saison prochaine, ils passent donc en senior. Si ces jeunes-là confirment, ça va être vraiment l'avenir pour le Burkina Faso. Et aujourd'hui, je plaide pour qu'il y ait évidemment beaucoup de compétition des jeunes au niveau des cadets, au niveau des juniors, parce que la participation des étalons juniors, des étalons cadets aux éliminatoires donc, de l'UFOA, même si on n'est pas qualifié pour la CAN, a montré en tout cas du potentiel. La participation des étalons U20 aux différentes compétitions a montré du potentiel. Maintenant, il reste à consolider, il reste à parfaire. Il va falloir donner des compétitions à ces jeunes-là, parce que rien que ce n'est que dans la compétition qu'on s'aguerrit. S'il n'y a pas de compétition, évidemment, ça va être difficile. Et je pense que c'est un message qui est lancé à la Fédération burkinabé de football, qui est lancé également à tous les acteurs du football, à tous les mécènes. Comme je l'ai dit, le Burkina est l'un des rares pays où, en tout cas, on a vu des jeunes qui ont été consolidés, mais qui ne sont pas forcément passés par la division supérieure. On voit aujourd'hui donc un garçon comme Edmond Tapsoba qui n'a pas joué la D1, mais qui a joué la D2. Donc, je pense évidemment qu'il faut consolider cela. Il y a du potentiel. En tout cas, Oscar Barraud qui disait qu'on avait péché par manque de maturité, mais c'est ça aussi, c'est U20. Donc pour leur donner la maturité, il faut qu'ils apprennent et qu'on continue de les suivre. Je pense que c'est ça le plus important. Et puis, on a donc le générique qui est en fond, c'est qu'on veut nous dire que c'est terminé, mais un petit mot, juste un petit mot pour le championnat national avec la question des arbitres. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il faut dire que les arbitres étaient très fâchés contre la décision du président de la Fédération burkinabé de football de revenir sur une décision de la Ligue qui avait sanctionné le BPS par rapport donc, à des incidents qui avaient entraîné donc l'agression d'un arbitre du côté de Koudougou lors d'un match de deuxième division, et le stade de Koudougou avait été suspendu, excusez-moi, pas de Koudougou, avait été suspendu. Le président est revenu suite à une lettre de clémence demandée par BPS, et bon, ça a créé le courroux donc des hommes en noir, mais tout est rentré dans l'ordre puisque le président est revenu sur sa décision et a permis donc de décanter la situation. Je pense que c'est des choses à ne plus, on ne souhaite pas la voir donc au football. Il va falloir que chacun reste fair play. C'est sûr que cette dernière phase du championnat sera très engagée avec 4 équipes qui descendent. Ça va être vraiment très dur. Il va falloir être vraiment très rigoureux. Il va falloir aussi être fair play. Il va falloir à la Ligue d'être très rigoureuse dans les décisions. Il va falloir également aussi au président du club d'accepter donc les décisions des matchs et évidemment être véritablement fair play. Sinon, ça va être difficile pour cette fin de saison. Heureusement que là-dessus, on espère bien la page est tournée puisque solution a été trouvée. Ceci dit, on rappelle aux mordus de sport que demain, il y a un rendez-vous. C'est avec Assami Touré sur le cours de 21h et vous aurez le décryptage de toutes ces questions-là. C'est terminé pour ce JDS, journal du dimanche au soir. Merci d'avoir été des nôtres et jusqu'à dimanche prochain, portez-vous bien.